Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Léa est surtout connue sous le nom de Je ne suis pas jolie. Elle a lancé sa chaîne YouTube à l'âge de 15 ans, il y a donc 10 ans. À l'époque, elle était youtubeuse beauté. Cette passion pour la vidéo, elle la doit à sa maman, qui avait toujours une caméra sur elle et qui passait beaucoup de temps à filmer l'existence de sa fille. Il y a 10 ans, quand Léa lance sa chaîne YouTube, c'est encore un univers très peu développé. On ne pouvait pas encore en vivre et les marques ne s'intéressaient pas encore aux youtubeurs. C'était vraiment le tout début. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était l'époque des humoristes comme Norman ou encore Cyprien. Puis, il y a eu cet énorme engouement pour YouTube. La confiance et la proximité créée avec les communautés des youtubeurs commencent à attirer les marques et les journalistes. Aujourd'hui, Léa a plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux. Alors comment a-t-elle fait pour développer sa chaîne à 15 ans ? Comment a-t-elle géré cette ascension aussi jeune ? Et comment a-t-elle fait pour garder la tête sur les épaules ? Léa a lâché l'école bien avant son bac, même si elle est allée jusqu'au diplôme. C'est là où son parcours est très intéressant. Léa a dû tout apprendre sur le tas, avec le soutien exceptionnel de sa famille. Durant notre échange, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de valeurs en commun. On en a profité pour échanger sur l'importance du développement personnel, de l'éducation parentale, du bien-être et l'importance de prendre soin de soi. Aujourd'hui, Léa a une équipe de 7 personnes sous son aile et plusieurs entreprises. Être entrepreneur, c'est 20% de stratégie et 80% de mindset. Et ça, elle l'a très bien compris. Mais alors, comment fait-elle pour gérer autant de choses ? Sa chaîne YouTube, ses entreprises, son podcast, son image, ses futurs projets, ses équipes, sa vie de maman, de femme ? Comment arrive-t-elle à trouver un équilibre entre sa vie pro et sa vie perso ? Comme elle le dit si bien, aujourd'hui mon business est à mon service et ce n'est plus moi qui suis au service de mon business. Salut Léa! Hello! Mais quel honneur! Bon, je te l'ai déjà dit, mais je le redis sur le podcast parce que franchement, quel honneur d'avoir eu une réponse positive de ta part. Je suis hyper heureuse, donc merci encore 1000 fois d'avoir accepté mon invitation, Léa. Merci à toi pour cette belle invitation. C'est vrai que le podcast, comme je te disais, c'est vraiment un média que j'adore. Donc, en plus, je crois qu'on va aborder des sujets qui sont particulièrement proches de ceux que j'aime aussi aborder. Donc, voilà, on va s'entendre. Parfait, parfait. Léa, pour ceux qui ne te connaissent pas, enfin, ou celles plutôt qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, alors je m'appelle Léa, j'ai 25 ans. Ça fait maintenant 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé sur YouTube en tant que ce qu'on appelait à l'époque youtubeuse beauté. Sauf que bon, j'avais 15 ans et voilà, c'était un moyen pour moi de pratiquer le média qui me plaisait le plus, à savoir à l'époque la vidéo. Et j'en ai fait mon métier 10 ans plus tard. J'ai plusieurs activités, ça s'est développé. Je suis plus du tout axée sur le côté beauté, maquillage, tout ça, mais j'ai toujours la passion des réseaux, de la vidéo et d'autres formats. Et voilà, maintenant j'ai plusieurs activités qui tournent autour de tout ça. Et on va dire que c'est le côté professionnel. Et après, pour le côté perso, j'ai un petit garçon, Gaspard, qui va avoir 4 ans en février. Et je suis toujours avec son papa, mon mari Samuel, qui est également sur les réseaux sociaux, plus sur le côté parentalité, mais avec qui ça fait maintenant 10 ans qu'on est ensemble également. Donc Ah voilà. oui, bravo! Oui, donc t'imagines bien d'ailleurs que je me suis, renseignée un petit peu sur toi, je suis allée voir quelques vidéos et cetera. C'était très chouette d'ailleurs, je voulais te dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder tes vidéos, et j'ai regardé des vidéos avec, ton conjoint et j'ai beaucoup ri. Vous êtes très drôles tous les 2 ensemble. Souvent, on nous dit qu'on dirait des frères et sœurs, on nous a déjà dit ça. Mais c'est parce que ça fait tellement d'années qu'on se connaît qu'on est très amis, c'est vrai. Ouais, bah, c'est j'imagine que c'est une des clés, dans un couple, mais bon, ça sera pas le sujet du jour, mais je pense que c'est, quelque chose de très positif d'être ami avec son chéri, c'est une des clés, de la réussite d'un couple, je pense. Complètement.
Donc on va revenir un petit peu en arrière. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est complètement hallucinant. Tu as ouvert ta chaîne YouTube. Donc moi, j'avais lu à 14 ans. Bon là, tu dis 15 ans, c'est pareil, 14-15 ans. Mmh. C'est complètement dingue. C'était quoi ta motivation première? Pourquoi est-ce que tu as commencé une chaîne YouTube aussi jeune? En fait, à l'époque, moi, j'étais beaucoup plus à l'aise à l'oral, qu'à l'écrit. Bon, c'est toujours le cas aujourd'hui. C'était vraiment, voilà, une facilité pour moi. J'ai tout le temps été déléguée de classe, j'adorais, prendre la parole, débattre de sujets et en fait, la vidéo, c'est un média qui a été naturel parce que ma maman, en fait, depuis toute petite, a toujours eu un caméscope au bout du bras. Elle Mmh. filmait en long, en large, en travers. J'ai des kilomètres de films de moi, enfant et du coup, bah, ça a été un peu une évidence, quand j'ai découvert, ce que c'était YouTube. À l'époque, c'était vraiment très peu connu, hein. La première youtubeuse, elle avait, je crois, 7 000 abonnés et en fait, je me suis dit: «Mais tiens, mais pourquoi pas moi? C'est fun» et du coup, je me suis lancée avec ma petite, caméra, dans ma chambre d'ado et puis c'est devenu, bah, ce que c'est devenu aujourd'hui mais à l'époque, c'était pas du tout professionnalisé. On pouvait pas en faire notre métier. Il y avait pas de marque qui nous contactait. Il y avait pas du tout d'entrepreneuriat, de le business side de tout ça, mais voilà comment ça a commencé. Et alors, à quel moment, est-ce que tu as commencé à avoir, cette montée, on va dire, médiatique, peut-être un nombre de followers qui a augmenté? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est fait petit à petit ou est-ce que c'est venu d'un coup? Et pourquoi il y a eu cette ascension selon toi? Alors c'est venu vraiment, significatif à partir des 100 000 abonnés. Je me souviens, c'était un palier à l'époque et c'est arrivé en 2013. Hem et à ce moment-là, on a commencé à parler alors on parlait surtout de YouTube pour, tout ce qui était, humour, hein, avec, toute la vague à l'époque, ouais, des youtubeurs, Norman, Cyprien, tout ça Ah oui, c'est qui vrai, étaient ouais, plutôt, voilà, axés sur le côté, humour. Et puis petit à petit, en fait, c'est vrai que les marques se sont intéressées à ce média-là. Aux États-Unis, ça a commencé à se développer comme souvent, hein, c'est très populaire dans le monde anglophone, puis, ça arrive, par chez nous. tout à fait. Et c'est vrai que, il y a eu un engouement parce que, en termes de public, c'était un média tout nouveau où il y avait vraiment une proximité, il y avait une confiance entre la communauté et la personne qui pouvait, voilà, prodiguer des conseils et cetera. Donc c'était vraiment ce côté-là, en fait, sans filtre, le côté, c'est ma copine virtuelle un peu, hein. C'était un peu ce truc-là. Je pense que, vraiment il y a eu cet engouement, ouais, à ce moment-là et après, bah, les journalistes se sont intéressés au phénomène, la télé et cetera. Bon, avec un air un peu, au début, cynique et Tout à voilà, fait. un peu jugeant, Mmh mh. mais toujours est-il que, bah, aujourd'hui, ça se discute plus. C'est devenu un vrai monde, professionnel avec beaucoup, beaucoup d'acteurs différents et ça a même créé des nouveaux métiers. Moi, aujourd'hui, mes agents, les personnes qui travaillent avec moi, c'est des métiers qui, il y a 10 ans, n'existaient pas. Mais carrément et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial et je pense Oui. que dans 10 ans, on aura encore de nouveaux trucs, de nouveaux métiers, qui vont se créer avec toute cette évolution, digitale. Mais en tout cas, bravo, enfin, c'est fou, le ce que tu as réussi à créer. Tu as une communauté qui réunit, plus d'1 million de personnes sur YouTube et quasiment 1 million sur Instagram et j'imagine d'autres réseaux, donc c'est quand même assez ouf. Donc bravo. Et Merci. j'avais une autre question. Pourquoi et j'imagine qu'on te la pose tout le temps, mais bon, il faut bien que je sache. Pourquoi ce nom «Je ne suis pas jolie»? Hem, En fait, je ne suis pas jolie, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent parce que Eh oui, ça intrigue et en même temps, c'est bien parce que, comme je dis souvent, on le retient. c'est vrai. C'est venu vraiment d'un truc, complètement anecdotique où dans la rue, il y avait un slogan qui disait: «Je ne suis pas jolie, je suis pire». Et en fait, j'avais regardé, j'avais gardé juste «Je ne suis pas jolie». À la base, c'était un compte que j'avais créé pour commenter d'autres vidéos et quand j'ai voulu créer ma chaîne, vu que c'était un peu sur le monde de la beauté, tout ça, quand même, axé sur l'apparence, je me suis dit: «Tiens, c'est une jolie ambivalence avec le monde de la beauté, le fait de s'appeler «Je ne suis pas jolie» et c'est resté, en fait et aujourd'hui, ça me correspond, bien parce que j'aime bien le côté, enfin, je parle encore plus aujourd'hui de tout ce qui est, bien-être, beauté intérieure, paix intérieure et cetera et finalement, voilà, c'est un petit clin d'œil, et puis ça questionne donc je me dis que, ça rentre dans la tête. Ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai parce qu'on se dit: «Est-ce que, c'est ce que tu as ressenti quand tu étais peut-être jeune?» Et en fait, Ah même en fait, pas. voilà, c'est ce que mais pour te dire la vérité, j'avais lu que c'était même pas ça. Donc c'est plutôt cool comme nom, je suis d'accord avec toi et effectivement, ça crée une ambivalence avec, la thématique de la beauté et tout ça. C'est tout à fait vrai. Mmh. Comment tu as géré Léa cette montée médiatique, ce nombre de personnes, d'abonnés, j'imagine des tonnes de commentaires, des gens qui te sollicitent, qui t'écrivent. Comment tu as géré tout ça? Parce qu'en plus tu étais quand même très, très jeune.
Bah, c'est vrai que j'ai toujours, été, assez mature. J'ai rarement, enfin, j'étais un peu la maman du groupe déjà, de base, parce que j'ai grandi dans un environnement où mes parents m'ont toujours inclus dans beaucoup de choses, dans beaucoup de discussions, de débats, à table notamment. J'étais toujours avec les adultes, tout ça. Donc, c'est vrai que, très vite, bon, j'ai eu ce côté-là à aimer les responsabilités, on va dire. Donc bon, le côté médiatique, finalement, je l'ai pas tellement ressenti. Alors si, quand on partait à la rencontre, de notre public et de la communauté, tout ça, et que du coup les chiffres devenaient des personnes vraiment devant nous, ça c'était très impressionnant parce qu'on prend, la mesure, hein, même si on mesure jamais vraiment ce que représentent ces chiffres-là, mais dans des, grands meet-up où, on voyait dans une journée, 400-500 personnes. Bien sûr, c'est hyper impressionnant et en même temps, Ah oui. c'est très stimulant parce qu'on se rend compte que oui, il y a du digital, mais avant tout, le lien humain, il est hyper présent. Après, pour tout ce qui est, désagrément, on va dire, c'est vrai qu'il y a une période où j'étais vraiment dans le centre-ville de Montpellier et où, mon adresse a fuité et j'avais beaucoup de Ah. personnes qui venaient, sonner à ma porte, qui me suivaient dans la rue, ce genre de truc. Bon, c'est assez, oui, on va dire que au quotidien, c'est pas très agréable. Ah Après, ouais. Dieu merci, j'avais pas encore mon fils, ma vie de famille, tout ça, donc bon, c'était plus gérable. Mais bon, j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu et vraiment c'est anecdotique par rapport à tout l'aspect positif que ça a pu m'apporter, toutes ces années-là, donc voilà, mais ça fait partie du jeu et c'est une plateforme qui forcément, bah, c'est internet, hein, vous êtes visible, donc il y a son lot de désagréments, mais globalement, non, je c'est pas ça que je retiens. Oui, bah, c'est tant mieux et tant mieux d'ailleurs parce que sinon ça serait pas cool et ça en freinerait, plus d'un, plus d'une, Ouais. clairement, clairement, clairement. J'ai vu que tu avais arrêté, l'école très tôt, Mmh. justement pour faire fonctionner, ton entreprise, ta chaîne. À quel âge tu as arrêté l'école exactement? Bah, j'ai eu mon bac, hein, mais Ah, bah, ça va! oui, non, je j'ai pas fait d'études supérieures, mais en fait, j'ai arrêté dans ma tête, j'ai arrêté beaucoup plus tôt que le bac, hein. C'est-à-dire qu'au lycée déjà, Tu as et la décroché? seconde, mais après vraiment, oui, j'ai décroché parce qu'en fait, bon, j'avais, mon grand-père qui était une personne, très très, très, voilà, derrière moi, on va dire que c'était mon premier supporter. Il était toujours, bah, lui, c'était un entrepreneur. Du coup, je pense qu'il avait, déjà, compris que mon truc, c'était, l'entrepreneuriat et juste, c'était le contrat de: «Tu as ton bac» et donc j'ai eu mon bac à 10,1 je crois, déjà. J'adore. Vraiment, voilà et c'était juste parce que c'était pour pouvoir avoir une porte de sortie si jamais je voulais reprendre des études. Mais fondamentalement, au lycée, j'étais l'élève la plus absente du lycée, j'avais 263 heures d'absence. Pourtant, j'étais au lycée, C'est hein, pas vrai. j'étais dans l'enceinte du lycée, mais je n'étais jamais en cours parce que je n'accrochais pas et que j'étais, en train de travailler, en fait, sur tous mes projets. Bah, c'est Donc ça. j'ai eu de la chance, j'ai eu une chance incroyable que mes parents me fassent confiance et m'accompagnent, même si, bien sûr, ils ont eu, quelques frayeurs, hein, forcément, comme tout parent qui arrive aussi dans un milieu, qui est complètement inconnu avec un nouveau métier. Mais bon, ils sont tous les 2 à leur compte, ils sont tous les 2 entrepreneurs, donc il y a une fibre, en fait, dans la famille où, les valeurs, c'est le travail. Voilà, ça fait partie des valeurs qui m'ont été inculquées, beaucoup plus que les résultats scolaires, en fait. C'est-à-dire que tu veux quelque chose, tu te bats pour l'avoir et tu travailles pour l'avoir et c'était exactement ce qui était en train de se passer. Simplement, je suivais pas le parcours classique. D'ailleurs, mes profs s'arrachaient un peu les cheveux, mais aujourd'hui, quand j'en ai recroisé quelques-uns et qui, avec le recul, me disent, «Tu avais raison». Mais je cherchais même pas à avoir l'approbation de qui que ce soit. Moi, j'étais persuadée que ce que je faisais, c'était le mieux pour moi parce que c'était ce que j'aimais et je sais que, de toute façon, quand je prends pas de plaisir, je suis incapable de travailler dans quelque chose. Ça a toujours été le cas, donc Ouais. l'école, n'échappait pas à cette règle et voilà, c'est vrai que j'étais au lycée, j'étais pas en train de faire, du shopping, je ne sais où, mais j'étais au contraire, très, très investie dans ce que je faisais. Mais c'est vrai que le côté scolaire, ouais, à partir de, on va dire de la 1re, j'ai vite lâché. Mais tu vois, c'est hyper intéressant parce que j'allais justement te demander si ta famille, était derrière toi, te soutenait, donc a priori oui, et ça fait partie, de c'est hyper important en fait quand on Ouais. se lance en tant qu'entrepreneur, quand on fait quelque chose qui nous fait vibrer, si tu as ta famille derrière toi, bah, en fait ça te propulse 2 fois plus vite que si tu dois te battre, aller à l'encontre un peu des valeurs, de ce que ta Bah famille oui. te voilà. Surtout quand tu es mineur. Bah ouais, Donc c'est ça. j'étais mineure, j'étais encore, dépendant d'eux, bon alors dès le lycée, je commençais déjà à gagner un petit peu ma vie et puis j'ai pu, dès mon bac en fait, partir de la maison, prendre un appart en coloc avec ma cousine et j'étais complètement indépendante financièrement donc mes parents n'ont Ah jamais waouh! eu à me gérer à ce niveau-là
et depuis, voilà, ma majorité. Donc c'était pour moi une fierté et c'est pour ça que j'ai toujours d'ailleurs très, très bien géré, mes finances parce que c'était voilà, j'ai toujours eu ce côté-là où en fait le côté responsable était très important pour moi. Donc non, ils ont vraiment eu cette, intelligence-là de comprendre en fait, ce qu'il y avait derrière tout ça et pas simplement une lubie d'une adolescente dans sa chambre qui faisait des vidéos, voilà, sur le maquillage. Très vite en fait, j'ai été accompagnée par ma maman qui a vraiment encadré tout ce qui était administratif, contrat. Moi très tôt en fait, dès que je me suis déclarée en auto-entrepreneur à l'âge de 16 ans, Waouh! ma mère faisait toute ma compta, ma Ah oui, facturation, c'est génial. et ça a toujours été hyper carré, en fait. Donc non, j'ai vraiment eu de la chance et aujourd'hui, ils sont encore très, très présents pour moi, même si on travaille plus ensemble, voilà, dans l'entreprise, ça reste quand même des soutiens. Donc non, non, ça, c'est vraiment une chance et je crois que ça fait partie, voilà, des valeurs, qu'ils m'ont transmis et que je transmettrai, j'espère aussi à mon enfant. Mmh, mais c'est certain. Mais tu vois, c'est hyper intéressant, c'est des sujets qui me passionnent, donc tout ce qui est, l'éducation parentale, mais aussi l'éducation scolaire et en Mmh. fait, c'est là où c'est hyper intéressant. On voit bien que, l'éducation parentale que tu as reçue est venue finalement contrebalancer cette éducation, scolaire, ce système éducatif, avec lequel je suis pas forcément totalement alignée, on va dire. Mmh. Et c'est ça qui est génial parce que ça t'a permis vraiment de trouver toi ce que tu avais envie de faire, de trouver tes talents, tes forces naturelles que tu aurais pas forcément trouvé si on t'avait un peu, forcé à rester dans ce système, Ouais. éducatif très, très Dans un moule, en fermé. fait. Oui, oui, Ouais. complètement. Moi, j'étais en filière littéraire et de base, on voulait même pas m'envoyer en général, on voulait m'envoyer en STG. Donc, à l'époque, c'était vraiment tout ce qui était gestion, et cetera. Le problème, c'est que, bien sûr, ça aurait été, en fait, la filière idéale, hein, pour l'entrepreneuriat parce qu'on aborde quand même beaucoup plus de notions, pratiques, qu'en filière littéraire par rapport à ce que je vis aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est considéré dans notre système comme des filières dites «poubelles», ce qui est terrible. Parce que Oui, c'est vrai. fondamentalement, en fait, ben, l'entrepreneuriat devrait être, encouragé. Alors je crois que le système a un peu changé, mais en tout cas à l'époque moi c'était comme ça et je suis restée en général, bon parce que voilà, je voulais avoir, cette porte de sortie si jamais, ben, je voulais changer de filière ou je voulais en tout cas poursuivre des études. Mais c'est dommage en fait mais je pense que ça c'est quelque chose de beaucoup plus profond que simplement même le système scolaire. C'est, on va dire la vision aussi qu'on peut avoir de l'entrepreneuriat, du self-made, un peu Mmh, mmh, de mmh, le côté, complètement. vraiment je me fais tout seul et l'apprentissage, de la vie en fait. Et moi maintenant en tant que chef d'entreprise, quand je recrute, des personnes pour mon équipe, je me rends compte à quel point pour moi en tout cas, en n'ayant pas eu de diplôme et ayant appris, tout sur le tas, c'est vrai que mon regard, il est complètement différent. Je peux avoir quelqu'un qui a des masters, et cetera, mais qui, si, en termes de capacité humaine, n'a pas, de capacité d'adaptation, d'intelligence, on va dire pragmatique, vraiment de capacité à travailler en groupe, de cohésion, et cetera. En fait, le diplôme, ça reste qu'un bout de papier. Alors bien sûr, il y a des connaissances qui sont hyper importantes et là, on parle de métiers qui permettent ça. J'imagine bien qu'un chirurgien, enfin, s'il a pas fait d'études, sa Bien sa sûr. compassion et son ne suffiront pas à devenir médecin, on s'entend, mais en tout cas dans les métiers comme ça, les nouveaux métiers où, toute cette ambiance un peu qu'on peut appeler start-up et cetera, c'est des il y a vraiment des qualités humaines et même des qualités, à l'oral, de présentation, de présence, de capacité d'écoute, d'empathie dans un groupe, de leadership aussi qui sont pas du tout inculquées en fait via notre, système scolaire, je trouve, et qui sont pourtant, mais moi à mon sens, fondamentales pour une entreprise. Donc voilà, même en tant que parent aujourd'hui, moi je prends beaucoup de recul sur le système scolaire et je pense que, petit à petit les choses vont évoluer parce qu'elles doivent évoluer avec le monde qui change à cette vitesse et tous ces nouveaux métiers, c'est indispensable pour moi. Mais oui, mais je partage, mais à 3000 tout ce que tu viens de dire. Moi-même, j'ai eu l'occasion de recruter des équipes et cetera dans mes différents jobs et effectivement, comme toi, je suis désolée pour ceux qui ont fait des super diplômes et j'en ai fait un qui est pas trop mal, mais j'en avais rien à faire de leur diplôme Mmh, et ce qui m'intéressait vraiment, c'était de recruter des personnalités, des gens qui fitaient avec l'équipe, des gens ouverts d'esprit, c'est flexibles. ça. Mmh. Voilà, on a envie de personnalité, en fait, c'est ça qu'on recherche et j'ai l'impression, tu vois, que c'est quand même
même ce qu'on recherche de plus en plus et notamment, comme tu le soulignais, dans les startups. Nous, je bossais dans une startup l'année dernière et si tu veux, on avait même un coach mindset, qui était Ouais. là pour fluidifier, l'équipe, l'entente, les conflits, pour nous aider à recruter les bonnes personnes, les personnalités. Mais les diplômes, honnêtement, ça passait vraiment en dernier, quoi. Ouais, non, mais c'est bien que ça évolue dans ce sens et tant mieux parce que je pense qu'en fait, il y a eu trop ce côté où on a pointé l'individualité comme quelque chose de narcissique, d'égoïste et tout et je trouve ça dommage parce qu'en fait, travailler son individualité, son soi, l'intérieur, le côté, bon, développement personnel et cetera, moi, c'est des sujets aujourd'hui qui sont très importants pour moi. Ça me paraît essentiel parce que je le vois et en plus, nous, on a ce truc-là qui est terrible du cliché où on nous dit tout le temps: «Ah ça va, entre nanas, vous êtes qu'entre filles, c'est pas trop la guerre». Ce truc horrible du cliché de, les nanas peuvent pas enfin les femmes peuvent pas bosser ensemble, Ouais, c'est clair. alors que pas du tout en fait. On a des personnalités très différentes mais qui se complètent, parfaitement parce qu'en fait aujourd'hui justement on travaille là-dessus et on met en lumière, des individus qui ont des qualités, vraiment personnelles au service du groupe et ouais j'ai bon espoir que ça évolue dans ce sens. Oui, moi aussi et comme tu le dis, réussir sa vie, tu parles de mindset, de développement personnel et Mmh mh. cetera. C'est hyper important et tu l'as bien compris, c'est des sujets que j'aborde beaucoup et qui me passionnent. Et effectivement, ce que je voulais dire, c'est que, réussir sa vie, ce n'est pas réussir ta vie professionnellement, mais c'est vraiment réussir à trouver, ton bonheur en fait, ce qui t'anime, Ouais, c'est être ouais heureuse, quoi. complètement, complètement. Voilà. Complètement, on est d'accord. Non, mais pour moi, c'est le centre aujourd'hui de ce que j'aime véhiculer, on va dire, comme message sur les réseaux et c'est d'ailleurs, un de mes gros projets pour 2022, Ah! autour du développement personnel. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans le Avec podcast, plaisir. mais voilà, c'est vraiment, pour moi fondamental parce que j'ai compris aujourd'hui alors bon, j'étais très axée aussi sur la parentalité parce que je suis persuadée que la façon dont on éduque les enfants, forme la société de demain. Mais je pense qu'il y a aussi une marge de manœuvre sur les jeunes adultes qui Oui, sont, en recherche et qui sont dans un monde qui évolue tellement où, on est, noyé sous énormément d'infos, à la fois très accessibles et en même temps du coup, un peu perdu entre, voilà, entre tout ça et notre bonheur, notre définition de ce qui est bon pour nous, et c'est hyper intéressant en fait d'échanger sur tous ces sujets parce qu'on se rend compte que ça devient enfin une préoccupation et pas dans le côté égoïste du terme, encore une fois, ni le côté narcissique, mais au contraire, dans le sens où je suis bien, heu, pour moi et ben, en fait, je peux être bien pour les autres et pour le reste de la société. Je deviens un citoyen, empathique et du coup engagé et voilà, pour moi, c'est vraiment un cercle vertueux donc ouais, c'est fondamental. ouais, complètement et ravie d'entendre que tu partages, toutes ces valeurs à ce point, c'est génial. Tu hyper jeune, enfin tu hyper jeune, tu as 25 ans, jeune, pas Ouais. jeune, c'est jeune quand même, et c'est fou la maturité, bon je l'avais bien compris, hein, en regardant un peu, des contenus, sur toi, des vidéos et cetera. Tu une sacrée maturité et tu que cette maturité, tu l'as depuis très jeune finalement, Mmh. et c'est assez dingue, et je voulais savoir si cette maturité t'avait aidé à monter ton entreprise, parce que tu as quand même monté plusieurs entreprises en plus, tu vas nous en parler. Est-ce que tu as eu l'aide de tes parents, mais est-ce que tu, avais cette fibre naturelle? Est-ce que tu as peut-être été pardon, aidée par des coachs? Je ne sais pas, comment tu as fait pour développer tes entreprises? C'est vrai que moi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai toujours eu, ce côté-là, mature, mais parce qu'en fait, je pense pas que je sois juste née comme ça. C'est surtout mon environnement et la Bien façon dont sûr. j'ai été éduquée qui ont permis ça. Après, dans la partie business, c'est vrai que ça a été assez naturel parce que je me suis entourée au début de personnes que je connaissais. J'ai longtemps travaillé avec vraiment des personnes proches, des amis, la famille et cetera. Ça s'est toujours, vraiment bien passé dans l'ensemble. Et puis quand il a fallu, développer en fait, moi j'aime fondamentalement et ça je l'ai découvert, justement après un coaching, mais le coaching est arrivé beaucoup plus tard, enfin puisque je suis coachée uniquement depuis l'année dernière donc en soi c'est on va dire récent dans mon Très aventure récent, ouais. entrepreneuriale mais j'ai vraiment réalisé que ce que j'aimais profondément, c'était la créativité, donc tout ce qui touche à la création, sur tous les différents supports, voilà, de réseaux sociaux, mais aussi le lancement de projets. J'adore, le lancement de projets, j'aime avoir les mains dans le cambouis, faire, des petites tâches comme ça. J'aime cette somme d'action qui devient, d'une idée, un projet et puis un business.
Et en fait, ben, quand on a ce goût pour pour, le lancement de projet, bah, forcément, pour l'assouvir, il faut lancer des projets. Donc j'ai vite eu, beaucoup d'idées, j'en ai toujours beaucoup d'ailleurs, de mon entourage. C'est un peu le running gag de, «Quand est-ce que tu vas nous sortir une nouvelle entreprise?» Mais du coup, j'essaie de j'ai appris à canaliser cette énergie-là, mais toujours est-il que ça part souvent d'un besoin. Je pars d'un besoin, d'une envie et je me dis: «Mais tiens, comment est-ce qu'aujourd'hui je pourrais y répondre? Est-ce que ça pourrait, répondre aussi à un besoin, de ma communauté, des personnes qui me suivent?» Parce que c'est vrai que ça fait 10 ans, donc j'ai vraiment des personnes qui ont grandi avec moi. J'ai beaucoup de personnes qui sont devenues parents en même temps que moi. Donc il y a eu à ce moment-là, ben, typiquement quand je suis devenue maman, hein, il y a eu vraiment cet engouement où je me suis dit: «Mais j'en ai marre de trouver toujours les mêmes choses en magasin de périculture, on ne sait pas d'où ça vient, c'est partout pareil, tiens, mais pourquoi est-ce que je ne permettrais pas aux créateurs, français de, vendre des créations, à eux, mais sur un concept store qui réunirait en fait, cet univers-là?» Donc c'est pour ça que j'ai lancé Cracotte Pyjama en 2018 et puis, ça a beaucoup plu, même plus qu'on espérait et du coup, c'est vrai que la gestion des petits créateurs qui souvent faisaient ça en plus de leur, boulot à côté, c'était devenu ingérable en termes de stock et tout. On avait des Ah oui. commandes de 200-300 articles avec des délais hyper longs et donc ça ne fonctionnait plus de cette façon-là et puis moi j'ai eu un petit bébé qui a grandi donc c'est vrai que les préoccupations étaient différentes et donc on a, fait évoluer Cracotte et Pyjama en Cracotte qui, aujourd'hui a eu un petit renouveau où on propose aujourd'hui des produits pour prendre soin de soi et de son intérieur. Donc on n'est plus axé, enfant, voilà, famille, on est vraiment axé sur, le bien-être dans sa globalité. Donc ça suit en fait, très souvent, qui je suis. C'est vrai que dans mes entreprises, je suis incapable de toute façon de faire quelque chose qui ne me parle pas et qui ne parle pas à mon histoire. Aujourd'hui le bien-être, c'est au centre de mes préoccupations donc c'est comme ça qu'on va dire j'ai développé ces business-là. Maintenant tu vois, Cracotte, là, on a eu le lancement de notre gamme donc sous notre marque, qui est sortie en octobre le 10 octobre et c'est vrai que maintenant je m'en occupe pratiquement plus. Ça y est, c'est complètement délégué à mon équipe, alors que pendant toute Incroyable. cette recherche de marque et cetera, j'étais complètement avec elle, en permanence, 24/24, à travailler week-end et jours fériés et c'est OK parce qu'en fait ça me plaît. Par contre, une fois que c'est lancé, ben, je délègue. Mais ça a été très compliqué à mettre en place et c'est là où le coaching est intervenu. J'ai commencé à me faire coacher, en mars 2020 et ça a changé ma vie, hein, clairement. Un peu cliché de dire ça, mais j'avais une très mauvaise image du coaching. Je suis encore très sceptique sur beaucoup de coachs, parce que je trouve que dans le domaine du développement personnel, en général, il y a beaucoup de bonnes choses comme beaucoup, pardonnez-moi l'expression, mais de bullshit, hein, C'est vraiment. vrai, c'est tout à fait Je vrai. trouve que il faut vraiment faire le tri et je suis, très peu adepte des gens qui vendent vraiment des méthodes, en fait, pour être heureux ou des méthodes pour devenir riche. Enfin, je trouve que voilà, c'est tomber un peu dans la facilité et je comprends qu'on puisse être attiré, par ça parce que c'est très marketing, de prime abord, mais fondamentalement, voilà, là, j'avais trouvé quelqu'un qui qui était coach, mais qui n'avait pas tous les stéréotypes qui me voilà, déplaisaient et donc ce coach s'appelle Roger et Roger, il a vraiment je suis arrivée avec une problématique, je lui ai dit: «Je n'ai plus de vie, là, mon objectif, c'est de réussir à prendre 15 jours par an». Et parce qu'aujourd'hui, ça faisait enfin, quand je l'ai vu, ça faisait depuis août 2017 que je n'avais pas réellement Ah eu d'argent. non! Ah ouais, Ouais d'accord. et bon, loin de là l'idée de me plaindre, hein, je suis complètement, dans un métier qui me plaît et c'est vraiment une passion et cetera et je m'estime hyper chanceuse. Mais c'est vrai que c'est un peu le piège quand on est entrepreneur et souvent on en entend parler de la part d'entrepreneurs parce que c'est une réalité en fait, savoir couper, savoir compartimenter, c'est très compliqué. En plus, moi, mon business, il touche à ma vie perso, donc c'est toujours la ligne en fait qui est très fine, cette limite est très fine. Et je m'éparpillais, je ne faisais plus ce que j'aimais, je faisais à la fois de la compta et à la fois de la gestion et du RH et du management et un peu de créa et un peu et ça ne s'arrimait à rien, j'étais épuisée et donc on a tout repris sur réellement mes valeurs, ma vision, où est-ce que je voulais aller, comment est-ce que je pouvais, aborder les choses avec mon équipe, restructurer et cetera et ça a fait un raz-de-marée, hein, dans ma vie, et dans mon business aussi. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au niveau, business qui, du coup, ont fait bouger beaucoup de choses, on va dire, hein. Comme quoi, ce coaching a entraîné, ouais, toute une restructuration et donc il y a des choses que j'ai abandonnées, d'autres que j'ai vraiment, modifiées, poursuivies, enfin voilà et ça a été, vraiment,
salutaire pour tellement de choses, dans ma vie entrepreneuriale et dans ma vie perso parce qu'en fait, très souvent, c'est intimement lié, hein, quand on est, entrepreneur. Bien sûr. Donc voilà un petit peu pour te donner les on va dire les piliers qui m'ont aidé à bâtir aujourd'hui, ce que j'ai construit et ce que je construis encore. Parce que comme je te dis, là, je suis sur un autre projet, je suis dans ce lancement de projet qui est un projet qui me ressemble énormément, axé sur le développement personnel et donc voilà, ça continue. En tout cas, aujourd'hui, je sais, ce que je veux faire, ce que j'aime faire et en fait, mon business est à mon service et ce n'est plus moi qui suis au service de mon business et ça Oh, change tout. ah, mais oui, mais tellement, mais tellement. Et tu as mentionné le nom de ton coach, Roger, et je crois que j'ai deviné qui c'est parce que je le suis. Puis-je mentionner son nom? Oui, c'est Ouais? Roger, Hormière, je crois Ouais, qu'il voilà, s'appelle. c'est ça. Et en Voilà. fait, je suis très contente qu'on le mentionne parce que, bah, je le suis, je regarde ce qu'il fait et il a l'air, c'est vrai qu'il a l'air formidable. C'est vrai qu'il a Ah, il l'air est génial, super. non, c'est Ouais. dans enfin vraiment je le recommande, vraiment pour des entrepreneurs. Alors lui, il fait pas tout ce qui est lancement de projets. Il fait vraiment il accompagne déjà des entrepreneurs qui ont vraiment déjà leur business et cetera, mais ça m'a vraiment changé la vie et je sais que les personnes avec qui il travaille avec des personnes qui lui, il met pas forcément en avant tous ses clients et cetera, parce qu'il a des personnes qui sont, Très donc connu. très connues dans le Ouais, ouais. milieu et ça a vraiment un impact, qui est considérable et je sais que Samuel, aujourd'hui, mon mari, est coaché aussi également Ah, par génial. Roger et pareil, c'est génial parce que des fois, je me dis: «Mais en fait, tout ce qu'on ne peut pas se dire, nous, en tant que couple, parce qu'il y a de l'affect, Roger, il va le dire, fois 1000». C'est-à-dire que vraiment, il ne prend pas de pincettes, jamais et c'est très bien comme ça et en fait, ça impacte dans le bon sens et donc oui, pour tous les entrepreneurs qui se trouvent à un moment donné de leur vie, ou même si ça marche, même si ça fonctionne en termes de chiffres, et cetera, fondamentalement, tu te retrouves plus aligné avec ce que tu fais, ou tu as envie de développer, mais tu sais pas par où commencer, et cetera. Moi, je trouve que le coaching, quand on a un bon coach et quand on a une personne qui match, c'est très pertinent, en fait. Ouais, Ouais, non, non, c'est magique. Ça te permet aussi de vider ton cerveau, de le poser, hop, tu fais le tri, hop, tu le remets. c'est ça. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Je suis vraiment intimement convaincue qu'on devrait tous, être coachés et que les coachs eux-mêmes, d'ailleurs, ils le sont, hein, ils sont coachés, Oui, ouais, ouais. et c'est hyper bénéfique sur plein de choses et je partage totalement ce que tu dis. C'est très, très intéressant. Surtout que voilà, tu as 25 ans, donc tu es cette nouvelle génération, cette plus jeune génération et c'est super si, bah, toutes ces jeunes femmes peuvent t'écouter et comprendre un peu, en fait, comme tu dis, le développement personnel, tout ce que ça apporte. Et c'est tellement bénéfique et notamment quand tu es, entrepreneur, ça aide vachement parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est majoritairement du mindset. Tu peux avoir une bonne stratégie, mais si tu as pas le mindset qui va derrière, c'est mort, ça Mais fonctionnera pas. complètement. Voilà. Mais pour moi, ça s'applique aussi à la vie, tu vois? Et Mais c'est oui! vraiment, là, le projet sur lequel je suis, donc c'est un projet avec, ma meilleure amie Mathilde avec qui j'ai le podcast, justement que je tiens, qui s'appelle «Salut ça va?» sur la santé mentale, puisqu'elle est psychologue clinicienne et spécialisée dans les thérapies comportementales, donc vraiment sur les dernières, thérapies très, très, centrées aussi sur le côté, développement du mindset et donc on a ce projet-là, on veut sortir, enfin on va sortir une plateforme en ligne, donc de développement personnel, donc Génial. qui va s'appeler Take Care avec un K Oh! et ça va sortir, début d'année prochaine, et on a vraiment cette volonté en fait de dire: «OK, aujourd'hui, on a tellement d'outils, tellement de personnes qui parlent de développement personnel, des méthodes, des formules, des recettes parfois qu'on croit magiques, mais aujourd'hui en fait la clé elle est profondément en vous, en toi et nous, on peut, te donner, bah, des outils qui sont même validés d'un point de vue psychologique et cetera. C'est pour ça que moi, c'était hyper important de faire ça avec elle, pour avoir des outils qui sont, vraiment, vérifiés, j'ai envie de dire et utilisés même dans des thérapies et cetera. Donc on parle pas du tout de personnes qui ont besoin d'un accompagnement au niveau psychopathologique. On parle vraiment de personnes qui ont le développement personnel au centre de leurs préoccupations et qui ont envie aujourd'hui de, prendre leur vie, en main, mais comme elles ont envie de le faire et pas du tout, sur un modèle calqué de développement personnel où on a l'impression un petit peu de, devoir accéder au bonheur, en, mettant en place une miracle morning, en mettant en place enfin, il y a un peu ce truc-là où c'est un peu la checklist du développement personnel, c'est ce que j'appelle, où on a l'impression que quand on commence à s'intéresser à tout ça, on doit forcément, limite, jeûner le matin, faire 4 heures de yoga, C'est clair. et et en fait, se détacher de tout ça et juste se dire que: «OK, il y a des outils qui existent et comment je peux les appliquer à ma vie, pour que
pour juste aller vers ce que j'aime, vers qui je suis et vers ce que j'ai envie de faire pendant ce passage sur Terre qui, Mmh à mh. l'échelle de l'humanité, reste quand même très furtif. Et c'est l'idée en fait qu'on a envie de développer dans ce projet et de démystifier aussi ce côté-là où on a l'impression que pour prendre soin de soi, il faut forcément être hyper zen, il faut forcément lâcher prise, il faut forcément... Et ces injonctions, en fait, ça devient des injonctions au développement personnel, je Bah trouve, enfin, oui, bah bien sûr. au bonheur. Et c'est contre-productif parce que parfois, moi, je sais que la Miracle Morning, par exemple, c'est un outil qui m'a énormément aidé à une période de ma vie où j'étais complètement surmenée, où j'allaitais mon fils jour et nuit, où j'étais sous l'eau au niveau boulot. Et vraiment, le matin, ça a été ma petite respiration de j'ai un moment pour moi. Mais aujourd'hui, avec le rythme que j'ai, le fait que j'ai repris le sport, tout ça, si on me demande de me relever à 5 heures du matin, je sais que ça va pas être fait pour moi. Parce que juste, c'est pas maintenant, je n'en ai pas besoin et c'est pas mon besoin c'est pas cet outil qui va répondre à mon besoin et à ce que j'ai envie de faire. Mais profondément, à ce moment T, bah, c'était ce qu'il me fallait. Et c'est ce qu'on a envie de pouvoir véhiculer avec tout ça. Et heureusement, il y a de plus en plus voilà, de supports qui le font aussi, hein. On est loin d'avoir inventé quoi que ce soit. Mais voilà, c'est l'idée un peu que moi j'ai envie de véhiculer autour du développement perso et que j'essaye en tout cas de partager sur mes réseaux. Mais je trouve ça très cool l'idée d'une application, liée au dev perso et en plus, bah, fait avec, le cœur, du bon sens et comme tu le disais, pas du bullshit. C'est très, très cool et pour parler de dev perso et de coaching, bon je te on en parle tellement que, bah, je suis obligée quand même d'en parler. Nous, en fait, ça va être très rapide. Moi, j'ai créé je sais, tu vas me dire: «Putain, encore un encore un programme de coaching», mais en fait, si tu veux, je suis un peu dans heu, je partage exactement tout ce que tu dis. C'est-à-dire que la priorité, c'était pas de créer du bullshit, pas du tout et c'était vraiment de se concentrer, sur, comprendre qui tu es, comprendre ce que tu veux faire, comprendre voilà, apprendre à te connaître parce qu'apprendre à te connaître, c'est ce qui fait que tu vas trouver, le job de tes rêves ou voilà. Ça va rayonner, en fait, sur toute ta vie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire et que je suis complètement d'accord avec toi, le Oui, mais c'est bullshit en dev super. perso. Moi, au contraire, je suis pour que des programmes comme ça se développent. Et tu vois, nous, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de devenir ton propre coach, en C'est fait. ça. Et ne plus être... En fait, je n'aime pas le développement personnel qui rend dépendant, en fait. C'est ça. J'aime pas le côté un peu gourou du développement personnel. Et c'est vraiment quelque chose, voilà, il y a dans mes valeurs fondamentales, il y a la liberté. Et dans la liberté, il y a la possibilité, en fait, de disposer comme on le souhaite bah, de tout ça. Et donc c'est super si ces outils-là se développent et si au contraire on peut véhiculer autour de communautés qui sont profondément voilà, intéressées et qui ont envie de mettre ces outils à disposition de leur vie, mais c'est super. Et moi au contraire j'encourage. Après j'appelle juste à la vigilance parce que c'est aussi la possibilité de, de ne pas avoir de cadre en fait et ce n'est pas encadré tout ça. Donc quand c'est pas encadré, bah, comme tout en fait, hein, il y a des personnes qui voient là un super business et qui ne véhiculent pas forcément des choses qui pour moi, enfin j'aime pas le côté voilà on va en fait te dicter quelque chose. Moi je suis un peu sauvage et j'aime bien Ouais. pouvoir donner le pouvoir aux gens et qui à un moment donné ils puissent être indépendants, tu vois. Et je Mais tu pense as qu'on totalement partage raison. cette vision donc Ouais, totalement et c'est surtout que tu peux trouver des trucs qui sont hyper chers. Moi-même, je suis tombée dans le panneau, il y a quelques années. ouais. Ça m'a servi, mais voilà, c'était juste Oui, ultra cher et enfin bon, voilà, bref, il y a beaucoup, on est beaucoup de d'accord. voilà, on est tout à fait d'accord. C'est ce qu'on doit retenir. Léa, est-ce que tu as quand même rencontré, des échecs? Peut-être en lançant des sociétés, lançant des produits? Est-ce que tu as connu des échecs? Oui, bien sûr, bah, des échecs, on en rencontre toujours. Et pour moi, c'est très cliché ce que je veux dire, mais ça devient un échec à partir du moment où tu t'arrêtes là. Mais concrètement, quand tu essayes encore et toujours, ça devient juste des essais, en fait, jusqu'à ce que ça fonctionne et que tu trouves ce qui marche. Euh, Au tout début de Cracotti Pyjama, avant que ce soit un concept store vraiment maman-bébé, puis maintenant axé sur le bien-être et ce qu'on appelle le home care, donc vraiment prendre soin de son intérieur. On a j'avais eu envie de lancer, de mettre en avant des artistes montpelliérains pour créer tout ce qui était des carnets, voilà, avec des illustrations, etc.
Et je m'étais complètement emballée sur les quantités. Alors heureusement, en fait, on a réussi à faire reprendre. Au final, ça n'a pas été trop un échec puisque on n'a pas trop perdu, Dieu merci. Mais je m'étais complètement emballée sur les quantités. J'avais vraiment mais beaucoup, beaucoup trop commandé de quantités. Et maintenant, quand je regarde ça, je me dis, mais c'était complètement... Enfin, je sais même plus, mais je ne saurais même plus te dire, mais c'était des dizaines de milliers d'exemplaires de choses. Waouh. Sur un produit, enfin, ce qui est complètement incohérent, sachant qu'aujourd'hui, je le vois, hein, dans la boutique, sur Cracotte, on a des produits qui sont des best-sellers, qui se vendent par milliers. Mais c'est en fait, c'est maintenant qu'on identifie les best-sellers et on commence généralement avec des petites quantités et on s'adapte et pas l'inverse, en fait. Bien Donc sûr. voilà, bon après, j'étais jeune et au final, l'imprimeur avait besoin de récupérer des carnets, donc il nous les a repris. Donc au final, bon, c'était pas tant un échec que ça, mais c'est vrai que oui, ça a été, bon, un démarrage, on va dire, un peu bancal. Après, ça a été plus sur des erreurs de recrutement, de personnalité où, en fait, il faut savoir quand même que quand on a un management qui est un peu particulier, et moi je sais que quand on arrive dans l'entreprise, il y a beaucoup de personnes qui se disent: «Mais waouh, je savais même pas que ça pouvait exister», une entreprise où juste, bah, c'est vrai, on est dans une très bonne ambiance, une très bonne humeur, on est tous toutes très proches. Et c'est une ambiance qui ne peut pas convenir à tout le monde et c'est OK en fait. J'aime pas cette idée de tu dois arriver et tu dois te mouler à ce que l'entreprise attend de toi. Non, en fait, moi je considère que quand la personne n'arrive pas à prendre le pli et prendre le pas de la façon enfin, voilà, avec laquelle on aime fonctionner ici, c'est aussi que ça vient de nous et de moi, notamment sur une erreur de recrutement. Et donc, bah, le côté, voilà, vraiment responsabilité. Moi, je sais que mes équipes, elles ont pas d'horaire, elles gèrent, leur présence, leur télétravail, les horaires qu'elles font, le travail qui est fait. En fait, l'idée, c'est que le présentiel, ça m'intéresse pas du tout. Quand il y a pas de boulot, ça sert à rien d'être là. Quand il y en a beaucoup, ben oui, il faut être un peu plus présente et quand on a la possibilité de faire des trucs ensemble, on le fait. On part en séminaire, on fait des trucs hyper fun, mais à côté, on sait pourquoi on est là et on partage une vision commune et ça, c'est, quelque chose avec le temps que j'ai compris, mais tout le monde ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a des personnes qui ont besoin d'un cadre très précis et que moi je ne peux pas et que je ne veux pas donner parce que ce n'est pas du tout la façon, bah, qui me convient en fait, enfin le management qui me convient, notamment, tout ce qui est horaire, je déteste fliquer, savoir à quelle heure, compter, enfin non, c'est pas du tout moi. Mais je peux comprendre que ce soit pas quelque chose qui soit partagé par tout le monde et que des personnes aient besoin réellement, de cadres avec, vraiment on a, notre heure de pause déj, nos horaires et on vient même s'il y a pas de travail. Enfin, je sais qu'en été souvent, c'est très calme sur plein de projets et mais très souvent moi je dis aux filles: «Mais rentrez chez vous, enfin c'est pas grave, on va avoir une rentrée de folie, on va devoir se donner à fond et ben, on rattrapera à ce moment-là» et en fait ça c'est parfois compliqué Ouais. à gérer quand, autant dans un sens que dans l'autre. Donc bon, je te dis ça, mais ça a été anecdotique hein, sur l'équipe. Aujourd'hui, vraiment, on est vraiment très, très, très bien. On est 7 en tout et ça se passe parfaitement bien. Et je sais qu'on a trouvé le bon équilibre. Mais tout ça pour dire que c'est pas parce que votre vision du management est idéale et la meilleure qu'elle est forcément partagée par tout le monde. Et c'est OK. Simplement, dans le recrutement, c'est hyper important d'être transparent sur ça. D'accepter que ce soit pas OK pour tout le monde et Mais donc complètement. voilà. Ouais, tu as tout à fait raison parce qu'au final, c'est un groupe, en fait et puis des groupes, il y a plein de groupes différents. Mais il faut effectivement que tout le monde dans ce groupe fit ensemble et si ça Ouais, fit ouais, pas, bah, c'est pas grave. Tu as tout à fait exactement. raison. C'est très juste et ça a l'air, effectivement, d'être une ambiance très agréable, Ouais. dans cette belle société et d'ailleurs, je tenais aussi à te féliciter pour, bah, pour ton le shop, le concept store que tu as lancé, donc Cracotte. Donc je suis allée faire un tour évidemment et c'est vraiment canon. Surtout que, encore une fois, on partage une valeur identique, c'est-à-dire les produits éco-responsables parce que je vois que tu Mmh incites mh. aussi, donc tu as choisi quand même des produits, hyper minutieusement. Moi perso, j'ai envie de tout acheter, et en plus, tu inities vraiment, les filles au zéro déchet et bravo, c'est top. Ça aussi, c'est quelque chose, tu as raison, il faut le faire, plus on Ouais. est jeune, même ton petit, je suis sûre que tu commences à lui parler de ça et je Ah trouve ça oui, ouais, super. ouais. Complètement. Bah, après ça fait partie de des valeurs qu'on a envie d'inculquer. Même dans l'entreprise, on fait tout pour que ce soit le cas. On n'est pas du tout dans un truc de culpabilisation, de côté ayatollah du green. Moi ça aussi, c'est vraiment quelque chose, Eh oui. j'ai beaucoup de mal et il y a ce côté-là,
vraiment très, très binaire sur les réseaux sociaux où soit c'est bien, soit c'est mal, soit c'est noir, soit c'est blanc. Et en fait, sur le shop, on a voulu créer vraiment des essentiels en fait. Voilà, des essentiels pour pouvoir intégrer de façon agréable et en même temps en gardant le côté sensoriel, des produits un peu plus clean au niveau de la compo qui viennent, d'Europe et dans sa cuisine, voilà pareil, pouvoir, avoir des alternatives en fait, mais qui ne trahissent pas d'autres valeurs qui sont pour moi hyper importantes, à savoir le côté esthétique, le confort d'utilisation, le côté sympa en fait et c'est vraiment cette idée, ce concept store, il est né de j'ai envie de faire des petits gestes, pour la planète parce qu'aujourd'hui c'est une responsabilité, citoyenne, mais c'est important pour moi de garder un intérieur qui me ressemble et prendre soin de mon intérieur, c'est aussi être en accord avec lui et voilà, donc on est parti vraiment dans cette idée-là et on est hyper content des retours donc ouais, c'est un beau projet. Oui, tout à fait. En tout cas, tu vois, ce que j'ai trouvé chouette avant même, qu'on échange ensemble, et ça se voit très vite, c'est que vraiment je trouve, hein, que tu es quelqu'un tu restes toi, tu restes naturel, tu es pas dans le too much, tu es dans la sincérité, dans l'authenticité, et je trouve ça génial et en plus, tu es hyper humble, donc bravo. Bravo de rester aussi, enfin voilà, tu as la tête sur les épaules et bravo d'avoir réussi en fait comme on le disait tout à l'heure, tu as eu une montée médiatique très jeune. Bravo, franchement bravo. Tout le monde, tu peux un peu prendre la grosse tête, et ce qui est normal, ça peut vite partir, Ouais, quoi. bah, c'est un milieu, de toute façon qui a pu être et qui est encore, hein, parfois très strass et paillettes. Après moi, Eh je oui, suis, dans le sud, à Montpellier, avec ma famille, on habite à la campagne, et ça m'intéresse pas du tout. Ça m'a jamais intéressé de toute façon ce côté-là très, feu des projecteurs parce qu'en fait, tu peux monter très vite et puis très vite te brûler les mais ailes. oui. Alors c'était vraiment l'image que j'avais. Aujourd'hui, autant dans l'entreprise que dans mon entourage, proche, j'ai des personnes, qui sont là depuis des années, bien avant que tout ça n'existe. Mes amis, c'est des amis que j'ai depuis le collège, et bien sûr aujourd'hui, l'équipe du bureau et cetera, avec qui je suis très proche. Mais vraiment fondamentalement, mon noyau, il est assez restreint et parce que je n'ai pas besoin de plus. Et souvent, j'avais fait une interview où je disais que je voyais un peu ma vie comme un arbre, tu vois? Je suis l'arbre et en fait, toutes les branches de ma vie sont parfaitement équilibrées et rajouter une branche, juste parce que, il y a ce côté-là où aujourd'hui on est hyper dans le truc social et tout, ça m'intéresse pas en fait. Moi je suis vraiment dans un truc où, en fait, je suis en harmonie complète, et ça me va et si je fais de belles rencontres et que ça arrive et que la vie fait que, tant mieux. Je suis pas particulièrement en quête du plus en fait, toujours, toujours, toujours avoir plus. J'aime le côté dépassement pour le business et cetera. Alors là-dessus, je suis, inarrêtable. Mais dans ma vie, je suis assez, alors c'est très cliché encore et j'ai un peu du mal avec ce mot, mais le côté slow life, pas de, je prends tout zen et quand il y a un connard sur la route, je ne m'énerve pas. Non, c'est faux. Ça m'arrive toujours, mais par contre, dans mes moments pour moi et dans mes moments en famille, c'est hyper important de réinjecter de la douceur, en fait et aujourd'hui, on en a tellement besoin avec tout ce qui se passe, avec, même dans notre société et cet accès à l'information qui est à la fois génial et en même temps qui peut être hyper anxiogène et ben, de la douceur, ça fait du bien et c'est ce qui aussi me permet de garder, cet équilibre, voilà. Oui, mais c'est très important, tu as tout à fait raison. Avant qu'on passe aux questions, aux 2 petites questions rituelles, du podcast, j'avais une dernière question, parce que je pense que ça peut en intéresser plus d'une. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, aux auditrices qui nous écoutent pour celles qui souhaitent lancer ma phrase est pas du tout, correctement faite, mais c'est pas grave, pour celles qui souhaitent lancer leur chaîne YouTube, est-ce que tu aurais des conseils à donner? Alors, YouTube est un super, média. Moi, j'adore le côté vidéo. Je pense qu'il faut être, aligné avec, ce qu'on a envie de montrer et en même temps ce qu'on est. Personnellement, moi, j'ai des formats que j'adore. Par exemple, les formats de vlog, où vraiment c'est de la caméra embarquée. Je trouve que ça correspond tout à fait à ce que j'ai envie de véhiculer. Mais ça peut être, pour vous des formats très reportages, des formats très, face caméra avec du débat, de l'échange. Il faut vraiment, trouver ce qui nous convient et aujourd'hui, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a eu un moment où c'était un peu, saturé, où, YouTube était tellement, mis en avant, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se calme un peu parce qu'il y a d'autres plateformes, bien sûr et donc je pense que c'est vraiment la bonne période pour, se poser, s'inspirer, savoir ce qu'on veut et en fait, comme dans n'importe quel,
moments que vous prenez pour vous en termes de développement personnel, etc. Se poser pour savoir ce que je suis, ce que je veux transmettre et comment je veux le faire. Ça, c'est hyper important. Et pour YouTube, pour moi, la vidéo, c'est tellement un format qui ne ment pas que c'est fondamental en fait de se poser ces questions-là. Puis après, d'un point de vue plus technique, le son est beaucoup plus important que la qualité vidéo. Je le C'est dis vrai. souvent, mais on peut filmer une vidéo à l'iPhone qui est géniale, mais si vous avez un micro, voilà, ce sera parfait. Alors que si vous avez une superbe caméra mais un son pourri, personne ne vous écoutera. Et le son voilà, est fondamental sur la vidéo. Et puis ne pas hésiter à connecter avec des personnes qui sont dans votre univers. Voilà, souvent je trouve que c'est hyper important de créer une espèce de synergie autour de petits créateurs comme ça de contenu qui partagent vos valeurs et très souvent qui du coup attirent une communauté qui est intéressée par ce que vous pouvez produire. Donc voilà, globalement, et puis prendre ce risque, sauter le pas, et chaque petite action donne envie d'en engager d'autres. Ça, c'est toujours pareil. Donc, c'est pareil pour YouTube également. La méthode des petits pas. Tout à fait, Exactement. très important. Super Léa, merci beaucoup pour tes conseils. Dans le podcast, comme je disais tout à l'heure, on a 2 petites questions rituelles que je pose toujours à mes invités. Donc la première question que j'aimerais te poser, c'est si tu as, un conseil, un mantra pardon, une philosophie, que tu aimerais partager avec nous. Alors, un conseil, un mantra. Soit l'un, soit l'autre, Euh, soit les 2, tu fais comme tu veux. J'aime bien alors pour le coup, c'est vraiment très cliché, mais le fake it until you make it, vraiment le côté, même quand tu as envie d'entreprendre quelque chose et que fondamentalement au début, tu es comme n'importe qui, hein, tu te dis: «Mais si ça marche pas, mais si j'y arrive pas, mais si je suis pas assez comme ça». Et en fait, la petite action qui entraîne une autre, on vient d'en parler, mais pour moi, c'est fondamental en fait sur, un projet et sur un rêve. Quand on additionne en fait, on comptabilise, on liste toutes les actions qui mènent à ce projet. Et on se rend compte que parfois la liste n'est pas si longue et qu'avec des petites actions, on peut faire vraiment de grandes choses. Et puis un autre truc sur lequel j'insiste beaucoup, et c'est le cœur de tout ce qu'on est en train de travailler pour Take Care, c'est euh, se poser sur quelles sont les valeurs qui guident votre vie, c'est quoi vos valeurs fondamentales de qui vous êtes, mais aussi ce qu'on appelle, nous, dans le programme, les valeurs complémentaires de chacun de vos domaines de vie. Moi, j'ai mis très longtemps, par exemple, à comprendre que la camaraderie, c'était une de mes valeurs fondamentales. Et jamais j'aurais pu trouver un meilleur mot que ce mot-là pour signifier que, bien sûr, dans ma vie personnelle, mais dans mon travail, par exemple, l'esprit de camaraderie, vraiment, il n'y a pas de meilleure définition, mais c'est fondamental et que c'est un moteur pour mes projets. Et ça, j'ai mis des années avant alors bon, j'ai que 25 ans, vous allez me dire, mais quand même sur l'échelle de mon travail et de ce que je mets en place, j'ai mis des années avant de l'identifier. Et en fait, quand je pose la question et quand aujourd'hui j'en parle avec mes proches, très souvent, même des personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi, mes parents, etc., quand on parle de valeurs et de ce qui vraiment guide vos vies, votre vie, vos choix, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui se sont jamais posé la question parce qu'on laisse peu de place à cette question-là qui pourtant me paraît Eh fondamentale pour oui, entamer primordial, ouais. n'importe quel projet. Donc là-dessus, ouais, ça me paraît voilà, important de s'y poser. Tout à fait. Tu as encore une fois vu juste. Et la dernière question, donc je pose toujours cette question, quel était ton rêve de petite fille? Donc pas ton rêve d'ado parce que bon, on l'a compris, mais peut-être que tu avais un autre rêve un petit peu différent quand tu étais une petite fille? Mon rêve d'enfant, ça a toujours été la justice. La justice, moi je voulais être juge pour enfants, enfin juge, du coup pas enfin auprès des familles, et j'ai toujours eu ce truc-là. D'ailleurs, c'est assez marrant le côté enfant et tout parce que bon, j'ai toujours été, intéressée, très touchée par tout ce qui touchait à l'enfance, mais le côté de la justice, c'est aussi, typiquement une valeur qui est importante pour moi. Je voilà, je suis très touchée par tout ce qui est, injustice, tout ce qui est, alors pas dans le côté, bien sûr sur plein de causes, et enfin l'injustice c'est partout autour de nous, mais je me souviens, ouais, qu'enfant j'avais ce côté-là. Et à la fois mon deuxième métier de rêve et mon rêve, c'était d'être trapéziste.
Donc c'est complètement l'équilibre de qui je suis, c'est-à-dire à la fois le côté complètement créatif et barré et artistique, et à la fois le côté très carré et droit voilà, de la justice. Bon, finalement, aujourd'hui, je suis ni trapéziste ni juge, mais j'estime que dans ma vie, j'ai trouvé un parfait équilibre entre mon côté artistique, mon envie de créer, et à la fois la structure qui me permet de continuer à développer mon business. Oui, mais c'est pour ça que j'adore poser cette question parce qu'au final, tu es un petit peu juge et tu es un petit peu trapéziste. C'est ça, Voilà. J'adore, on c'est peut le tout. dire. C'est toujours, voilà, c'est comme quoi il faut toujours se poser la question de ce qu'on aimait faire quand on était petite. Ouais, C'est c'est hyper vrai. important. Léa, franchement, c'était génial, c'était un bonheur cet échange avec toi. Merci encore une fois infiniment. Merci. Ouais, merci également, c'était super et un plaisir, voilà, d'avoir pu partager ce moment, avec toi et avec toutes les personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup Léa, à très bientôt, je te souhaite une très belle continuation. Oui, également. À bientôt. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Crew. À bientôt!